Pour ça, on va parler d'expatriation ce soir. Et pourquoi ça peut être une très mauvaise idée parfois. Et pourquoi on n'en sort jamais tout à fait indemne d'une expatriation. Je veux pas parler de l'expatriation telle qu'on la conçoit quand on est jeune, qu'on a 18, 19, 20 ans, 25 ans et qu'on part dans son pays de rêve pour vivre une aventure. Dans ces cas-là, effectivement, c'est une aventure, mais c'est une aventure passagère. Et lorsqu'on sait qu'on va vivre une aventure pour un temps, c'est très différent. Moi, quand je suis parti au Japon, je partais pour y faire ma vie, c'est-à-dire que ayant déjà séjourné plusieurs fois, de nombreuses fois, même quelquefois plusieurs mois, je savais que j'allais y partir et je pensais ne jamais revenir ici, enfin en France. Je l'ai pris, ça a été très difficile au début, bien sûr, parce que je vais continuer mes vlogs sur mon expatriation. Oui, parce que quand on est français et qu'on va... Et merci Louernos pour l'abonnement, pour le 12e mois d'abonnement consécutif. Merci à toi. Lorsqu'on est français, on n'émigre pas, on s'expatrie, c'est très différent. J'ai toujours trouvé cette différence très très épatante. Mais enfin voilà. Et au même moment, j'avais des copains à moi qui partaient au Canada, qui partaient en Australie, qui partaient aux États-Unis, mais qui partaient pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je suis parti pour faire mes études aux États-Unis. Et j'ai pas eu l'impression de m'expatrier parce que je savais que j'y partais pour un temps donné et que j'y resterais peut-être, mais que l'objectif de mon départ, c'était pas d'aller m'y installer pour y vivre, mais c'était d'être un étudiant français qui faisait ses études aux États-Unis. Il y a une énorme différence entre ça et le fait de demander une carte verte, d'aller y vivre, d'essayer d'y faire sa vie, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Je me suis jamais engagé vraiment avec mes relations amoureuses. C'est toujours resté des amourettes estudiantines, pardon. Chose que je n'ai pas faite en allant au Japon, parce que en allant au Japon, c'était plus qu'une expatriation, c'était une migration durable, c'est-à-dire que je savais d'ores et déjà, quand je faisais mes bagages ici, que j'allais y partir pour toute la vie. Alors, le destin a fait que non, enfin il y a une interruption momentanée, mais on y laisse quand même quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de témoignages d'autres expatriés, notamment au Japon. Alors pas beaucoup de Français, j'ai jamais beaucoup rencontré de Français, peut-être parce qu'on n'était pas dans les mêmes endroits. C'est vrai que les Français du Japon ont tendance à se grouper un peu tous dans les mêmes quartiers. Mais j'ai eu beaucoup de camarades de passage, de par les différents métiers que j'ai fait, qui venaient soit d'Italie, soit des États-Unis, beaucoup des États-Unis. Moins pour les ressortissants de pays d'Asie qui venaient s'installer, où c'était plus facile, parce que les communautés sont peut-être plus importantes, ou peut-être la distance, je sais pas ce qui a fait que beaucoup se sont mieux adaptés, mais en tout cas, chez les expatriés occidentaux, on va dire, que j'ai rencontrés, il y en a très très peu qui ont vraiment tenu la durée, pas les macarons, et nombre d'entre eux sont repartis après 3 ans. C'est pas la durée moyenne d'une histoire d'amour, là c'est vraiment la durée moyenne d'une expatriation qui n'en sera pas une, mais qui sera juste un voyage prolongé. Au-delà, soit on se berce d'illusions et on a l'impression qu'on va pouvoir s'adapter, alors que le simple fait de se poser la question, c'est déjà un aveu d'échec. Parce que la greffe ne prend pas... la crève qui arrive, ne prend pas systématiquement. Soit on s'est parfaitement intégré et on n'y réfléchit plus, on vit sa vie dans son nouveau pays comme on la vivrait dans son pays de naissance, et on ne considère plus les choses autour comme des choses étrangères. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait quand je suis arrivé au Japon pour m'installer définitivement. J'avais pas l'impression de jouer à la dinette ni au Monopoly avec de la monnaie bizarre, et vous savez, cet effet que vous ressentez souvent quand vous êtes en vacances dans un pays où on n'a pas la même monnaie. Et c'était pour moi l'impression de commencer une nouvelle vie. Voilà, je fuyais rien de particulier.
à part peut-être l'ennui, parce qu'en France je commençais vraiment à m'ennuyer. Je m'étais amusé aux États-Unis et je me disais que si la greffe japonaise ne marchait pas, je partirais sans doute aux États-Unis. J'y pense toujours, hein, je vous cache pas que ça m'arrive par moments. Quand là c'était hier le triste anniversaire du 11 septembre, et du coup on a, comme d'habitude, on a fait une petite visio avec mes anciens camarades états-uniens, et c'est vrai que c'était une vie qui me plaisait aussi. Alors après j'étais en Californie, c'est peut-être différent d'ailleurs, mais ça fait partie des pays dans lesquels je me suis bien senti, pour des raisons très différentes, hein. Vraiment des raisons très différentes qui sont peut-être plus liées à une vie fantasmée. Mais au Japon, j'ai tout de suite eu cette envie de m'investir dans la vie du pays, de ne plus d'oublier d'où je venais. Et c'est peut-être là l'erreur qu'on fait beaucoup quand on s'expatrie comme ça, c'est d'avoir une telle envie de s'intégrer qu'on peut en oublier qui on est, d'où on vient, on peut en oublier ses racines. Je vous l'ai déjà dit, quand mes enfants sont arrivés en France, quand on a décidé de vivre un peu plus à cheval sur les deux pays, eh bien, aucun d'entre eux ne parlait un mot de français. Voilà. Pourquoi ? Parce que pendant toutes les années, leurs années d'enfance au Japon, je n'aurais jamais parlé français. Non pas que j'ai eu honte de mes origines, donc des leurs, mais parce que cet investissement maximum que je mettais à m'intégrer, et ensuite à m'assimiler, passer par la renonciation à ma langue maternelle, à l'une de mes deux langues maternelles, on va dire, et je rechignais à parler français. Lorsque ça m'arrivait d'y être obligé, oui, quand ma mère m'appelait par exemple, on parlait français, mais j'avais déjà entrepris cette longue et lente transformation, et pour moi la greffe avait prise, la greffe japonaise, l'insertion, l'assimilation avait prise, sauf qu'il y a un truc qu'on oublie très souvent quand on émigre au Japon, ou en Chine, hein, j'ai des amis qui sont en Chine aussi depuis à peu près le même nombre d'années, c'est qu'on n'est pas natif et qu'on ne le sera jamais, et que l'intégration n'est jamais complète. Voilà. L'intégration n'est jamais complète, pourquoi ? Parce que déjà il y a une appartenance ethnique qui est évidente, et qui vous fera toujours passer pour un touriste de passage, et puis parce que on n'est jamais vraiment d'un pays qui ne vous a pas vu naître. Et oui, en Asie en général, oui. À Taïwan aussi, j'ai vu que mes deux camarades mexicains, américains qui sont partis à Taïwan, qui sont mariés tous les deux, c'est compliqué, hein, ça fait 15 ans qu'ils y sont, et ils parlent toujours de leur retour, parce qu'ils savent qu'ils n'y resteront pas éternellement. Alors c'est un couple gay de mexicano-texans qui est parti à Taïwan pour monter une entreprise de food truck. Ça marche pas mal, mais c'est compliqué pour eux, hein, et ils savent très bien qu'ils seront jamais intégrés là-bas. Bon, comme ça. Mais moi, j'ai ressenti de façon brutale beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'expatriation avait marché pour moi, mais elle avait peut-être pas marché pour les gens chez qui je m'étais installé. Je vous ai déjà raconté à maintes reprises, mais quand j'ai amené ma fille pour la première fois en maternelle, on m'a demandé bien sûr de faire profil bas, etc. Bon. Et au début on me parlait pas, je dis c'est quand même bizarre. Et puis un jour leur maman me dit écoute, c'est moi qui vais les emmener parce que la prof a des trucs à te dire mais elle peut pas te parler. Je dis mais pourquoi ? Et parce que dans sa tête elle parle pas anglais. Mais je dis c'est pas grave, elle peut me parler en japonais. Oui mais elle a pas envie parce qu'elle a peur. Bon. Donc c'est mon ex-femme, qui a amené ma fille à l'école pour pouvoir lui dire tout ça. Et bonsoir Denis. Oui, en province c'est encore pire. On était vraiment à la campagne, hein, dans un village de 600 habitants, avec une petite école où il y avait une trentaine d'enfants. Donc c'était vraiment la campagne profonde, hein, 40 minutes de vélo pour amener ma fille le matin.
Et donc ça a été compliqué. Ensuite, c'est moi qui allais faire les courses, comme j'avais déplacé les bureaux de mon entreprise dans la maison qu'on faisait construire. Déjà, on a eu des refus de 3 entrepreneurs quand j'ai voulu construire ma maison parce qu'ils ne travaillaient pas avec les étrangers. Alors, je dis, mais vous savez, c'est comme si j'étais japonais. À l'époque, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et ouais, j'ai un visa permanent. Dit, oui, mais et si vous repartez dans votre pays? Et je dis, mais vous voyez, je me suis marié avec la fille de monsieur machin, là, et on a un enfant, il y en a un deuxième qui arrive. Ouais, mais ouais, non, ben, allez voir machin, peut-être lui, une fois il a travaillé pour des Chinois, machin, enfin bon, ok, super. Il a fallu en faire pour trouver quelqu'un qui me construit, et j'ai payé plus cher que les autres, hein, je l'ai su plus tard, on m'a bien fait la taxe grecque-cocodine, hein. Et puis ensuite pour les courses, j'allais faire, il y avait un supermarché Malkeo, c'est une marque spécifique à Kyushu, et j'allais y faire les coursettes tous les jours. Bonsoir sorcière. Je prenais mon petit vélo et puis je descendais. Alors quand j'étais fatigué, je prenais ma petite lapin, petite voiture, et je descendais faire les courses. Et les caisses se fermaient quand j'arrivais au début. Et bon, ben, ma femme m'a dit, écoute, mon ex-femme, pardon, m'a dit, c'est moi qui vais y aller parce que j'en ai parlé à ma copine d'enfance, parce comme elle était de ce village, elle connaissait tout le monde, bien sûr. Elle me dit, elles ont peur de toi, machin. Pourtant, j'étais beaucoup moins laid à l'époque, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai vraiment senti que tous les efforts que j'avais pu faire partaient comme ça, dans cette espèce de soupe. J'étais perdu, j'étais vraiment, vraiment perdu. Alors j'ai redoublé d'efforts, je me suis mis sur une liste. Alors on n'a pas le droit de se présenter aux élections quand on est étranger. Par contre, on peut se présenter à une espèce de votation locale qui va choisir qui va représenter comité de parents d'élèves, comité de nettoyage urbain, nettoyage civique, etc., etc. Je me suis présenté partout et j'ai été élu sur une liste avec d'autres papas, mamans pour être sur une liste de parents d'élèves. Voilà. Ça m'a permis d'avoir l'impression de vivre un peu parmi la communauté, mais j'ai bien remarqué que, même en étant là, il y avait cette espèce de rejet toujours qui était présent. Et ça a continué comme ça, de telle façon que je finisse par me dire que si ça se trouve, je resterai peut-être pas là pour toujours, ou alors pas dans ces conditions-là. Et puis il y a eu l'échec de mon mariage qui était en partie, de ce qui était mon 3e mariage, et qui était donc avec la maman de Mimi et Toa, que vous connaissez mes enfants, pas leur maman, parce que il y avait trop d'épreuves à traverser, beaucoup trop d'épreuves à traverser, et que moi j'arrive à m'arranger avec les épreuves, mais que leur maman ne pouvait pas s'arranger avec ces épreuves parce que c'était très lourd au quotidien pour elle. De la même façon qu'après, ça a été lourd aussi pour mon épouse actuelle, on va dire, que j'espère l'être encore un peu, parce que tomber sur quelqu'un qui vit au Japon depuis, à l'époque, ça faisait presque 20 ans que j'y vivais, quand je me suis mis avec mon épouse actuelle, et donc je connaissais bien le pays, je connaissais les mœurs, les coutumes, les usages, et malgré tout, alors c'est pas méchant de sa part, hein, mais elle continue à m'expliquer ce qu'il faut faire au Japon. Je dis, je sais, ma chérie, mais c'est juste que je vais pas nier mon identité totalement, maintenant qu'on est en France là pour quelque temps. Et c'est très compliqué, c'est très très compliqué, et je vois que l'expatriation, les efforts qu'on consent sont toujours intimement liés à la volonté et à la force que l'on a de vouloir vivre dans un endroit, parce que mon épouse aujourd'hui, qui vit en France depuis 1 an, qui n'avait aucune envie de venir en France, hein, qui est venue vraiment pour me faire plaisir, pour me suivre, qui n'aime pas la culture française, qui n'aime pas la nourriture japonaise, qui n'aime pas les boissons françaises, qui n'aime pas la nourriture française, etc., 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 eh bien, elle a fait aucun effort pour s'intégrer, et je la comprends totalement. Je réponds à ta question après, Johnny, hein. Elle n'a fait aucun effort pour s'intégrer, je la comprends totalement. Elle s'est totalement isolée, et aujourd'hui, quand quelqu'un passe et sonne, elle monte en 4e vitesse au 3e étage pour s'enfermer, et parce qu'elle a peur des contacts humains, elle a peur des contacts, alors que mes amis ont tout fait pour essayer de l'intégrer, mais elle n'a pas envie, voilà, parce que la greffe ne marche pas, la greffe ne prend pas.
Et là, elle est terrorisée à l'idée, à partir de mardi, que, enfin, j'espère, tous les jours, des gens vont venir, vont traverser une partie du couloir pour aller au shop et tout, parce que elle avait sacralisé notre espace de vie domestique comme un espace, comme un safe space, comme on dit. Et aujourd'hui, elle voit que, ayant repris une petite vie sociale, petite, parce que je suis vraiment pas un rat de partie, hein, mais eh bien, ça lui fait peur, ça lui fait vraiment peur. Voyais-tu comme de la xénophobie? Non, non, pas vraiment. Je le voyais comme un réflexe de protection, surtout. Un réflexe de protection d'une communauté. Ça, je l'ai jamais ressenti à Tokyo, ou très très peu. Mais là, j'arrivais dans une toute petite communauté, vraiment. Et puis en plus, Kyushu, c'est très spécial, c'est très particulier, hein, comme type de mentalité. Et donc je le voyais comme un réflexe de protection. Comme un réflexe de protection d'une communauté, et qui voyait ce type bizarre là, ce grand escogriffe maigrichon, alors oui, ça a même passé depuis, tatoué avec les cheveux longs, puis qui s'était marié avec la fille du pays, que tout le monde voulait marier, parce que la maman de mes enfants, elle est quand même redoutablement belle. Et elle était partie à la ville pour réussir, et puis elle est revenue avec avec un rastaquaire. Donc c'était pas terrible de se faire accepter comme ça. Une belle famille, une ex-belle famille très 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 traditionnaliste. La greffe avec mon beau-père a jamais prise, hein, parce que lui a toujours voté très très contre tout ce que je représentais. Donc ça a pas très bien marché. Et c'est très 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 compliqué de réussir. Vous savez, j'ai très peu d'exemples de mariages mixtes entre la France et le Japon qui aient fonctionné. Il y en a que je pensais réussis et qui finalement s'avèrent être des échecs, mais ça prend plus de temps des fois. Ça prend, parfois c'est très rapide, c'est souvent très rapide. Que ça soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, homme-femme, etc. C'est à peu près c'est pas une question en fait de ça, c'est une question vraiment de civilisation, de beaucoup de choses. Et malheureusement, je constate énormément d'échecs, parce que tous les collègues que j'ai pu avoir, hommes ou femmes, qui se sont mariés avec des noms japonais, ça a quasiment tout capoté au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même des fois. J'avais un ami qui s'appelait Xavier aussi, désolé, qui était assistant éditeur, qui était franco-suisse, qui travaillait pour Shueisha, et qui avait une charmante épouse japonaise qui était script à l'époque dans chaîne de télé de Shueisha, dont j'ai oublié le nom. Ils se sont mariés quasiment en même temps que mon deuxième mariage, et ils ont eu 2 enfants. Ils ont passé 15 ans ensemble, et ça a clashé, parce que l'éducation des enfants, une différence de vue sur l'éducation des enfants, et si les deux sont d'un caractère à peu près bien trempé, s'il y en a un qui est totalement, perméable à tout ce que l'autre va lui demander, va exiger, ça peut bien se passer. S'il y a un S et un M, ça va bien se passer. Mais si vous avez 2 S ou 2 M, là c'est encore pire. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est très compliqué, parfois, de dire amen à tout. Quand on n'est pas catho. Mais enfin voilà, ça devient très très compliqué. Ouais. Tu me dis, partout où j'étais à l'étranger, il a toujours été compliqué pour moi de me faire des amis, enfin être considéré comme... Oui, c'est ça, je comprends. Il peut y avoir des amitiés, moi je sais que j'ai perdu mon meilleur ami, vous le savez, au mois de juin. Et c'était une véritable amitié, parce qu'on était potes depuis... On était potes depuis 28-29 ans à peu près, et puis amis depuis 25 ans, et ça s'est jamais arrêté. Pas besoin de vous rappeler ce qu'est l'amitié, et il m'a jamais considéré comme un étranger. C'est ça qui est marrant, c'est que à maintes reprises, il me disait même que sur certains aspects, j'étais plus japonais que lui, parce que j'aimais des trucs qu'il aimait pas et qu'un japonais était censé aimer, et puis je me sentais tellement à l'aise quand j'étais au Japon, alors que lui a toujours rêvé d'être anglais, si vous voulez. Il aimait la musique anglaise, la bière anglaise, les fringues anglaises. Il allait à Londres tous les ans, il était... il me dit, j'aime pas, il habitait à Yokohama, il me dit, j'aime pas Yokohama, ça m'énerve, et puis les Japonais, ils me gonflent, ils sont trop maniérés, blablabla. Et moi, à chaque fois, je dis, mais moi, j'aime bien, tu vois, quand t'es habitué à un Paris, parce que j'habitais à Paris avant de partir au Japon,
Et je dis, quand tu es habitué à un Paris où tout le monde est agressif, prend la tête, personne ne te laisse la place quand tu es handicapé, etc. C'est vrai que, bon, on apprécie un peu le Japon, hein, mon gars. Et il dit, ouais, d'accord, oui, mais moi j'en ai marre. Et il m'a jamais vraiment considéré comme un étranger, je le sais. Je le sais. Après, tu soulèves quelque chose d'intéressant, Alex, c'est que aux États-Unis, mais en France aussi, ouais, tu deviens très vite ami, my best friend, et blablabla, et les hugs, et les bisous, et les invitations tous les soirs. Oui, ça j'ai connu quand j'étais étudiant, et où on était invité d'un bungalow à l'autre, d'un mobile home à l'autre et tout, et puis ça durait pas, quoi. Et alors ça dure avec certains, mais pas. Mais en France, c'est un peu pareil, hein. T'es mon ami, t'es mon meilleur pote, t'es mon ceci, on se quitte plus, et bon, on se revoit jamais, quoi. Mais, mais au Japon, c'est très très compliqué, mais même l'amitié en tant que telle. L'amitié en tant que telle est d'une autre forme, voilà. L'expatriation involontaire, parce que je sais que ça arrive, j'ai eu beaucoup de cas autour de moi d'expatriation involontaire. Pour suivre des parents, pour suivre un mari, une femme, voire même des fois ses enfants, pour se rapprocher de ses enfants, ça peut être vécu vraiment de façon assez dramatique. Je vais vous raconter quelque chose là. Je lis le message de Simalek qui me dit aux USA. T'es resté un an? Et t'étais à quel endroit? J'étais surtout l'ami que l'on sort pour montrer qu'on a un ami français. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Alors là, je comprends tout à fait. Moi, quand à Saint-Louis, ah oui, en plus, oui. Alors, j'étais de l'autre côté. Ouais. Bon, après, c'est joli, j'aime bien. Moi, j'étais en Californie, j'étais à Davis, donc on était très proche de pas mal d'endroits. On allait souvent faire la fête à San Francisco. Et c'est vrai que ma copine, la première copine, Sarah, qui était américaine, mais d'origine coréenne, elle m'a amené en soirée parce que c'est mon French boyfriend et en plus ouais, j'ai super, tu sais, je suis pas que ça, hein, mais bon, et j'en ai eu d'autres après, ouais, c'est vrai. J'avoue que c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre. Et donc je voulais parler de l'expatriation non voulue. C'est-à-dire lorsqu'on suit quelqu'un et qu'on n'a pas forcément choisi. Je vois comment ça se passe avec mon épouse. Je suis démuni par rapport à ça. Non, pas du tout, au contraire. T'inquiète, on est là pour discuter. Et je suis démuni par rapport à ça parce que je ne sais pas que faire pour lui montrer comment être plus à l'aise, pour lui expliquer, parce que j'ai rien à lui expliquer. C'est ça le problème, c'est que je pense, moi, que, pardon pour cet ego trip, mais pour réussir son expatriation, son immigration, son émigration, tout ce que vous voulez, déjà il faut le vouloir, voilà. Et lorsqu'on n'en a pas envie, on ne fait aucun effort pour s'intégrer et on n'apprécie absolument pas ce qui se passe. On peut apprécier le pays parfois, c'est vrai. On peut apprécier les gens parfois, c'est vrai. Alors moi j'ai aucune appétence pour les pays du Sud par exemple, hein. Les rares pays du Sud que j'ai pu visiter, je parle de l'hémisphère Sud en général, je m'y suis pas senti à mon aise, donc je sais que je ne m'y expatrierai pas, voilà. Y aller en vacances, oui. Je suis allé maintes fois en Italie par exemple, qui est un pays que je trouve magnifique, dans lequel on mange bien, on boit bien, on visite bien, mais j'ai aucune envie d'aller y vivre parce que je sais que j'ai une incompatibilité d'humeur chronique avec les Italiens, pour des raisons qui m'échappent, voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai une amie qui, elle, y a vécu, adore les Italiens, sorti longtemps avec un Italien, y retourne sans arrêt, parle italien et adore ce pays alors qu'elle n'a aucune attache avec ce pays. Et voilà, je pense que si je devais partir m'installer en Italie par exemple, je ne pourrais pas m'y intégrer, je le sais. Ça m'est arrivé d'y rester longtemps pour le travail, à Milan notamment et à Bologne. Et j'étais heureux de marcher dans les rues, de regarder ces beaux paysages, cette belle architecture, surtout à Bologne.
mais j'étais dérangé par plein de choses, et je pense que c'est ce qui dérange aussi mon épouse aujourd'hui ici, c'est qu'il y a plein de choses qui la dérangent. Les habitudes locales la dérangent, et aussi parce qu'elle n'a aucune attache ici. Mes enfants sont ses beaux enfants, ce sont pas des enfants, puis elle les a connus déjà grands, donc c'est compliqué. Il n'y a pas d'attache avec ma famille parce qu'elle les a pas connus, elle les connaît là depuis même pas un an et on se voit très peu, donc c'est très difficile, et puis le pays elle l'a pas choisi du tout, donc c'est très compliqué. Alors je fais des efforts effectivement. Bonsoir, yes, tout à fait, les illustrations sont derrière là-bas, on en reparlera tout à l'heure. Je fais des efforts, hein, j'essaie de faire beaucoup d'efforts, mais c'est ce que j'essaie de lui expliquer aussi, comme je lui expliquais au Japon, que j'avais besoin de garder ce lien aussi avec ce que j'avais toujours connu là-bas. Je peux pas renoncer à tout pour recréer un microcosme japonais en France, parce que ce serait une espèce d'échec avoué de notre immigration ici, si vous voulez. Orpheus, est-ce que le premier critère pour réussir son expatriation et immigration, c'est pas la compréhension de la langue et la culture locale? Si, c'est complètement indispensable. Alors là, et bonsoir d'ailleurs le Zibou, bonsoir plus appuyé. Hein. Si, pour moi c'est essentiel. Toutes les expatriations, immigrations que j'ai vues jusqu'à maintenant, alors je suis pas non plus un vieillard Kakoshim, hein, je vous entends, ça suffit, hein. De personnes qui ne parlaient pas la langue, qui ne connaissaient pas plus que ça la culture, mais qui en avaient juste entendu ou qui en avaient une fausse idée, ça s'est toujours très mal passé. Parce que vous pouvez, on va prendre l'exemple du Japon, vous pouvez partir au Japon, comme je l'ai vu maintes fois, parce que vous adorez ceci, vous adorez cela, en général c'est la pop culture, on va pas se mentir, hein. Et ne parler que soit cette espèce d'anglais vernaculaire insupportable que tout le monde parle dans les aéroports et dans les villes à l'étranger, ou votre propre langue. J'ai connu des Français au Japon qui vivaient depuis une dizaine d'années, qui ne parlaient que français, parce qu'ils ne voyaient que des Français. Et ensuite, vous pouvez partir, vous pouvez y vivre un certain temps. Vous pouvez donner des cours de langue, comme tout le monde, mal, mais vous pouvez quand même en donner, dans des cafés, dans des trucs comme ça. Vous pouvez travailler pour des organismes qui embauchent des étrangers pour faire du télétravail, des trucs comme ça. Mais tant que vous ne parlerez pas la langue et que vous n'aurez pas assimilé les concepts de société élémentaires, c'est-à-dire l'intégration puis l'assimilation, ça ne se passera pas bien. Et effectivement, oui, comme tu dis, pour réussir son expatriation, il faut comprendre, il faut parler la langue, pas juste la comprendre, il faut parler la langue. Parce que être incapable de commander à manger, être incapable de prendre un appartement, être incapable de trouver un copain ou une copine, tout simplement, être incapable de se déplacer, je vois pas ce que vous pouvez faire dans un pays, et pourtant j'en connais beaucoup. Mais j'ai une théorie, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup d'humour pour s'intégrer après tout. Oui, c'est bien d'avoir beaucoup d'humour. Alors au Japon, c'est pas très utile, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'humour, mais c'est quand même bien aussi de pouvoir être rigolo dans la langue du pays, crois-moi. Et en général, au bout d'un certain temps, on s'exclut totalement de la communauté nationale, locale, et on se retrouve dans son coin à déprimer, à avoir le syndrome de l'expatrié déjà, dont je vous ai parlé dans un vlog il y a longtemps, que j'avais eu en arrivant en France, qui m'avait pris comme un coup de bambou. Ça, je l'avais eu au Japon aussi, parce que lorsque vous partez dans un pays dont vous rêvez, au début c'est l'excitation au quotidien, vous avez envie de tout voir, de tout goûter, de tout écouter, de tout faire. Et puis, vous rentrez dans votre routine, vous travaillez, vous prenez votre appart, vous allez au boulot tous les matins, vous rentrez le soir, machin, bamba. Et puis, il suffit d'un tout petit déclic. Et moi, ça m'a fait ça avec le début de l'Internet qui marche, en fait, début 2000. J'ai eu accès à des infos, je sais pas quoi, enfin un truc français.
Et j'ai vu, je vous ai déjà raconté, là, je me suis retrouvé tétanisé, le corps, le cerveau, tout était tétanisé sans aucune explication. Depuis, je sais ce qui s'est passé, mais je voyais ma copine qui était en train de s'affairer dans la cuisine, à préparer des siamois, des trucs comme ça, enfin vraiment de la nourriture japonaise. Moi qui était sur le balcon en train de fumer, avec les bruits de Tokyo en bas, et puis cet appartement, la pièce japonaise en face, avec les tatamis, et je venais d'écouter le journal de Jean-Pierre Pernaut, ou je sais pas quoi, et il y a eu une espèce d'erreur 404 que le cerveau seul dont le cerveau seul a le secret. Et je me suis retrouvé à faire une crise d'angoisse terrible qui a duré longtemps. Hein. Je suis tombé les fesses par terre dans ma chambre, complètement tétanisé, incapable de parler, que ce soit en français ou en japonais. Je pouvais plus sortir un mot. J'avais des fourmis partout. Et ça, c'est le syndrome de l'expatrié, vous voyez, vous êtes pris d'une peur panique. Bah, ça m'a fait la même chose quand je suis revenu en France. Je m'étais habitué, mon cerveau, mon corps s'était habitué aussi à l'air du Japon, à l'eau du Japon, au virus du Japon, à la nourriture du Japon, à tout, aux produits, aux cosmétiques, aux déos, à tout ce que vous voulez. Et quand je suis rentré en France l'an dernier, j'ai été malade comme un chien, mais vraiment, vraiment malade à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Mais malade de tout, c'est-à-dire la toux déjà permanente, et puis boire, parce que l'air est sec, et puis tout comme ça, et puis au bout d'un moment, cette espèce d'angoisse de me dire j'avais plus mes repères. Je retrouvais des vieux repères que j'avais détruits consciemment, mais je retrouvais plus ces repères que j'avais depuis 24 ans, et qui étaient devenus les miens, parce qu'à 50 ans, c'est la moitié de votre vie, quand vous avez passé la moitié de votre vie dans un autre pays, c'est très compliqué. Alors il y a cette schizophrénie au début qui vous fait dire je suis qui excuse, et vous savez plus qui vous êtes. Alors moi je sais à peu près qui je suis, mais je savais plus à quel monde j'appartenais, et ça l'a fait à beaucoup d'expatriés qui rentraient en France après des années. C'est moins violent quand vous vivez dans un pays européen proche. Quand vous vivez, vous vivez en Belgique, on va pas faire la blague, mais quand vous vivez en Espagne, quand vous vivez en Italie, quand vous vivez en Angleterre, il y a un petit pincement au cœur quand vous rentrez. Moi, un de mes cousins a une épouse espagnole. Ils ont vécu un moment, maintenant ils vivent en France, mais bon, le manque est pas énorme, et puis c'est pas si compliqué que ça de temps en temps de prendre la bagnole et d'aller passer le week-end en Espagne, surtout quand on vit dans le sud-ouest. On n'est pas très loin. Mais ça, voilà, c'est assez spécifique. Mais pour le reste, oui, c'est très compliqué, cette espèce de jungle. Et c'est ce qui me fait dire parfois que est-ce que je vais pouvoir revenir au Japon sans y laisser des plumes? Je sais que c'est très compliqué. La dernière fois que j'avais essayé de m'installer en France, ça n'a pas pris, parce que je suis allé juste voir mes enfants au Japon, et je dis mais non, je peux pas repartir en France, et je suis resté du coup, parce qu'il y a un attachement, et ça me fait la même chose ici aujourd'hui. C'est assez bizarre, ça ne fonctionne pas, ça se regroupe en communauté, tu ne parles pas la langue tous les samedis soirs. Ouais, c'est ça, voilà, l'Alliance française. Moi, les rares fois où j'y suis allé, c'était pour voir des films, et effectivement, je voyais tous ces gens qui étaient là depuis longtemps et qui parlaient de la France, qui parlaient du football français, qui parlaient du prix de la pinte à Paris, alors qu'on était où déjà? C'était à Itabashi, pardon. Et je dis mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Effectivement, vous voyez pas là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu me parles de. Hey, salut Liambik, salut. Tu me parles, Simanax, de Lost in Translation. J'aime pas trop le film parce que j'aime pas trop Mme Coppola, mais effectivement, après c'est un voyage qui fait un voyage un peu prolongé, mais il peut y avoir ce sentiment-là par moment d'exclusion, même après des années. J'ai eu un énorme pincement au cœur l'année dernière quand on est juste avant de repartir. Vous avez vu, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vlogs. À un moment, je prenais ma caméra, ma femme me disait, tu sais, chérie,
Il n'y avait plus que 6 mois et dans 6 mois on s'en va. Je dis, je sais. Donc dès que j'étais plus sur ma chaise roulante, j'ai même fait un vlog avec ma chaise. Et oui, ça se voit un petit peu. Et je partais faire des vlogs. Je peux partir. Et puis quand on a dit à ma belle-mère, mon beauf, ma belle-sœur, certains vieux copains et tout ça, bon, on va partir en France bientôt. Tout le monde était content. On disait tu vois, c'est bien, tu repars dans ton pays. Et je dis, tout ça pour ça. Ça fait 24 ans que j'essaie d'être des vôtres et vous êtes content que je reparte dans mon pays. Ok. Ça m'a foutu un sacré coup de bambou, je vous le cache pas. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait très très bizarre, mais bon. Je viens de voir la vidéo propose d'illustration, le projet de vie. Le nouveau projet de vie, en fait, c'est que je viens d'installer mon shop de tatou ici, dans notre nouvelle maison en France, que nous avons acquis il y a quelques temps, dans laquelle nous sommes installés, et voilà, donc c'est ce nouveau projet de vie qui nous a coûté absolument toutes les économies qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc je vends mes illustrations au plus offrant pour financer notre nouveau projet de vie, voilà, qui est déjà pas très très simple. C'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, que Madame Satsudienne a beaucoup de mal à s'intégrer ici et que c'est pas facile tous les jours. Et on va dire qu'il y a péril en la demeure si je ne réussis pas très très rapidement, quoi. Et encore, on verra. Mais voilà le nouveau projet de vie, et d'où cette envie ce soir de parler de l'expropriation. De l'expatriation et de recueillir un peu vos témoignages. Je vois qu'il y en a pas mal qui en parlent et je trouve ça bien. Xavier, tu me dis, je te comprends, je suis vietnamien né en France, comme mes voisins. J'ai entièrement vécu et pensé en français, alors que depuis la maternelle, tous les systèmes français, je sais, voilà. Je me dis que je suis l'autre, ni entièrement français, ni entièrement viet, mais pas d'autre choc de rouler. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et c'est tout ce que je connais à 40 ans, ça ne change rien. Oui, c'est dur comme réflexion, ouais, je crois que c'est une des réflexions qui m'a le plus blessé dans ma vie. Tu rentres chez toi. Je comprends ce que tu dis, Xavier, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas mal de... ma première compagne, on va dire, de vie ici, était, quand j'étais ado, était vietnamienne, et née en France. Mes deux parents arrivaient dans les fin des années 60. Et c'était très compliqué. Alors bon, ça a été très compliqué pour nous, parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle se mette avec un non-vietnamien. Mais oui, ça a été compliqué, parce qu'elle aussi, on se voit toujours, hein, on s'est revus il n'y a pas longtemps. Et elle a une épicerie vietnamienne, son frère a un restaurant, bon c'est comme ça, c'était de famille, et puis bon, pourquoi pas. Mais elle me dit, elle y est allée plusieurs fois dans sa famille là-bas, voir ses tatis et tout, mais elle est française, quoi. Elle a un accent du Périgord, en plus elle coupé au couteau. Elle parle très mal vietnamien, mais elle est vietnamienne pour les Français, alors qu'elle est 100% française, elle est née ici. Je sais que c'est le gros problème, le gros ressenti pour beaucoup de ce qu'on appelle les deuxièmes générations. C'est encore pire, c'est peut-être différent, je sais pas si c'est pire. Pour les enfants mixtes, les half, comme mes enfants par exemple, qui sont ni de là-bas ni d'ici, mais qui sont et de là-bas et d'ici. Donc je sais pas comment ça se passe pour toi, Xavier, mais c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir deux origines. Et là, vous savez, je vous ai toujours dit que mes enfants, à la majorité, parce qu'on peut pas être franco-japonais, c'est interdit par la loi japonaise, il faut choisir. Ils ont toujours été sûrs, depuis qu'ils le savent, qu'ils prendraient la nationalité japonaise. Et là, pour la première fois, ma fille me dit, je sais pas. Je sais pas, tu vois. Est-ce que... je sais pas, parce que en même temps, j'aime bien le Japon, mais au Japon, on m'a toujours fait comprendre que j'étais française aussi, et c'était compliqué, mais en France... Mais en France, on trouve ça cool que je sois à moitié japonaise, je me fais plein de copines et de copains, je suis hyper populaire et tout, alors qu'au Japon, j'étais pas trop populaire parce que j'étais à moitié étrangère. J'ai dit oui, mais parce qu'on était à la campagne. Je dis, si tu vas vivre
à Tokyo, à Osaka, bon pas Osaka, ça craint, mais à Tokyo, dans des grandes villes, bah, les gens s'en ficheront que tu sois métisse, au contraire, ça peut mettre un avantage parfois. On dit, ah, j'ai un petit peu peur quand même, parce que je sais pas, plus le temps passe, plus je me... Et effectivement, elle a raison, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une culture de l'accueil en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Et je pense que ça fait partie des choses auxquelles il faut penser aussi quand on va s'expatrier quelque part. Est-ce que c'est un pays qui a une culture de l'accueil de longue date ? Parce que ça peut être très très compliqué. Alors là, le Japon change. Je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'expatrier au Japon parce que depuis 5, 6, 7 ans, on va dire, ça commence à énormément changer. On voit l'explosion notamment des Français qui vont habiter au Japon. C'est vraiment une explosion. Ça, à terme, ça risque même de devenir une des premières... je crois que c'est la première communauté européenne maintenant. La communauté française risque de passer dans le top 5 des communautés au Japon. Et s'il y a un boom énorme, et j'en entends beaucoup autour de moi qui... Alors bon, je lui dis, j'ai mon frérot Andy qui part, mais lui je sais que c'est un vieux rêve. Je sais même pas s'il a commencé ses leçons de japonais, parce qu'il part dans 3 mois, ce vilain, hein, mais bon. Mais c'est particulier, c'est spécial parce que c'est mon ami. Mais je n'ai que ça en ce moment. Des messages, que ce soit de la famille, des amis, des abonnés, des clients du shop dans lequel je travaillais, etc. J'ai au minimum, allez, on va prendre la fourchette basse, une centaine de personnes dans mes cercles professionnels et amicaux, de gens qui partent s'installer au Japon. D'imaginer ? Et parce que c'est devenu, bon, il y a la globalisation, il y a tout ça, ce qui fait qu'effectivement c'est plus facile de s'installer. Moi j'ai des amis à tatoueurs qui partent 3 fois par an au Japon parce qu'ils adorent le pays et qui font tout avec le Google Trans sur leur tablette et tout. On peut vivre comme ça, il n'y a aucun problème. Et qui connaissent tout. Vous savez, je vous parlais de cet étonnement quotidien que j'avais quand je suis parti m'installer, parce que je ne connaissais rien. Je connaissais quelques images dans des cahiers, dans tout l'univers, dans le cahier spécial du Pèlerin Magazine, dont je vous ai parlé 50 fois, de ma grand-mère sur le Japon. Je dis, ah tiens, je connais ça, j'ai vu ça, oui, ça. Mais sinon, je découvrais absolument tout, parce qu'à part quelques mauvaises images, j'avais rien vu. Aujourd'hui, quand vous partez dans un pays, vous pouvez l'avoir visité déjà sur votre écran, et puis ensuite y aller, être moins étonné, mais aussi peut-être vous intégrer plus facilement. C'est très compliqué. Elle aurait sûrement plus d'opportunités de vie au Japon, mais si c'est pour être toujours considérée comme une personne de seconde zone, c'est très très compliqué. Elle pourrait être considérée comme une personne importante et une personne qui veut faire carrière si elle va à Tokyo. Voilà. Parce que Tokyo, c'est une mégapole, c'est une capitale dans laquelle il y a... C'est vraiment devenu une capitale internationale. Il y a des endroits, des quartiers d'affaires dans lesquels vous n'entendez parler qu'anglais, où il y a quasiment autant, voire plus de ressortissants étrangers que de locaux. Donc là, elle aura pas tellement de problèmes, elle se fondra dans la masse et il n'y aura aucun souci. Mais si effectivement, oui, si elle veut partir, là, elle aura des opportunités et tout ça. Mais si elle repart dans son village natal, dans l'endroit dans lequel on a vécu pendant leur enfance, là, ça va être très compliqué pour elle, parce que on y est retourné il n'y a pas très longtemps, à l'échelle de l'univers, oui, c'était il y a 1 an et demi. Mais, et c'est toujours là... Oh, mais je suis désolé, Guillemette, oui, bon Doliprane, moi je vais pas tarder à en prendre un. J'ai le nez qui commence à se bloquer à ce niveau-là, et là, ça commence à chauffer ici, je le sens, ça remonte. Je crois que tout le monde a chopé la crève, et là, ça gratouille, je vous dis même pas. Bon, mais soigne-toi et va au lit, je t'en prie. Bonne nuit. Et... dans son village natal, elle ne sera jamais intégrée, parce qu'on y est retourné, je vous dis, mes enfants sont nés là-bas, dans la clinique, la maternité locale, avec ce bon docteur To. Voilà, en arrivant, c'était bizarre, quoi, c'était bizarre, et on sentait... les Français, c'est Français. Voilà, c'était les petits Français. Je dis, ouais, c'est cool. Bon, après, ici, c'est les petits Japonais, vous me direz. C'est compliqué, hein. Et par moments, c'est ce qui me fait dire, on va parler un peu de ça. On va parler un peu de ça maintenant, c'est un peu moins rigolo, mais
C'est ce qui me fait dire aussi parfois que j'ai peut-être fait une erreur en partant au Japon il y a 25 ans. J'ai peut-être fait une erreur. Il y a plus même. Parce que je suis parti en kikiner des gens qui avaient rien demandé. Je suis parti profiter d'un pays alors que j'avais celui-là déjà à disposition. Et étant moi-même d'une famille internationale, j'aurais pu aller dans un des pays de mes parents, de mes ancêtres, mais non, j'ai choisi d'aller là-bas. Et je sais pas ce que j'ai amené à ce pays, j'en sais rien. Alors des impôts, ça a beaucoup, j'en ai beaucoup payé. Mais j'ai pris la fille d'un village, j'ai semé le trouble et la zizanie dans une famille, puis maintenant dans une deuxième. Tout ça pour assouvir mes envies d'exotisme peut-être, je sais pas. J'ai du mal à me l'expliquer. J'ai mon cerveau gauchiste et mon cerveau droitard qui sont contradictoires et qui me disent des choses très très différentes, mais j'ai envie de les croire tous les deux et me dire que j'ai peut-être fait une bêtise, mais c'est trop tard. Hein. Je la regrette pas. J'ai des remords, j'ai pas de regrets, comme on dit, il vaut mieux en avoir. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'ai plein de remords, j'ai aucun regret. Et aujourd'hui, j'ai créé des problèmes dans ma propre famille. J'ai créé cette espèce de dissonance que mes enfants vont avoir à tout jamais. Cette espèce d'inconfort à être à cheval sur deux civilisations qui commencent à ressentir tous les deux. Et ça, je m'en veux énormément. Parce que je les aime plus que ma propre vie, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment un cadeau de leur avoir fait ça? Est-ce qu'ils n'auraient pas été mieux en étant soit complètement japonais, soit en étant complètement français? Je sais pas. Ça fait partie des questionnements auxquels je pourrais jamais répondre. Et ça me fait peine. Mon crâne idem, espagnol en France et française en Espagne. Ah oui, non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ma maman est franco-allemande. Et en France, c'est une boche. Voilà. Et toujours, hein, à son âge, ça change pas. Hein. Les anciens, à boche. Une vino veritas, comme dit l'autre. Je comprends ce que tu veux dire, mon crâne, tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de pas le connaître parce que je suis né ici et que mes parents s'étaient déjà bien intégrés, puis que j'avais ma grand-mère Aristo qui m'a aidé à me faire sentir plus que français. Mais voilà, quoi. C'est, dans un autre sens, on peut voir ça comme une force, une richesse. À cheval, oui, bien sûr, mais c'est parfois difficile d'avoir autant de richesse. Hein, crois-moi, ça peut être très compliqué. Et l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, il faut la rendre verte par soi-même. Je suis bien d'accord, j'aurais peut-être pu contribuer à la rendre plus verte ici en France, à créer de la richesse ici, à créer une famille ici, à créer un cercle vertueux et protecteur autour de moi et autour de ceux que... Mais bon, après, vous savez, je pense que je serai jamais satisfait de ma vie, ni maintenant, ni plus tard. Parce que je suis un éternel insatisfait, je cours après quelque chose, hein, je le sais. Hein. J'ai fait un peu de psychanalyse chez un psychiatre, pas chez un psychanalyste, un peu d'analyse, on va dire, mais je cours après quelque chose depuis que je suis gamin. Voilà. La peur de l'abandon, la peur de prendre racine, comme vous l'avez pu constater. Vous me voyez rarement dans le même décor. Hein. Ça fait des années que je fais des lives, il a changé le décor. Hein. Il y a eu ma maison à la campagne japonaise, ensuite mon appartement à Tokyo, puis notre appartement à Tokyo, et puis l'appartement d'ici de Périgueux, et puis cette maison-là. Ça change très vite, et la chaîne n'a que 5 ans. C'était pas un fond vert tout ça, non. C'était pas du tout un fond vert à chaque fois, c'est comme ça, et puis mes 4 mariages et mon enterrement, comme on dit. Et tout ça, je sais pas, après quoi je cours. Je sais qu'aujourd'hui, si je fais pas attention, mon mariage va droit dans le mur. Je sais pas quoi faire pour qu'il n'y aille pas. Voilà. Si ce n'est vous parler d'expatriation, parce que je pense que c'est la cause de tous les maux qui
qui se dresse devant moi aujourd'hui, je ne sais pas. Le fait de ne pas savoir dire non, peut-être, j'en sais rien. Xavier, j'en parle souvent avec des amis ayant des enfants. T'as vu, j'ai anticipé que c'était pas mais amis, hein, je le connais le correcteur. Ayant des enfants métis, mes nièces sont aussi métisses, connaissant ce problème de dualité, elles ont mon soutien inconditionnel. Ah ouais, je comprends. Il faut, hein, il faut dès l'enfance, dès la petite enfance, dès les premières questions, essayer d'être ultra rassurant là-dessus. Et c'est compliqué, hein, parce que ça turbine quand même. Hein. Et en plus, c'est mes enfants, donc je dis pas déjà, moi je suis un horrible turbinard qui peut rien faire. Je peux pas faire mes lacets sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir dans l'univers. Donc vous voyez un peu. Et mes enfants sont un peu comme moi. Alors Monsieur Lors, pour l'instant, pas trop, quoi que ça arrive un peu. Mais Mimi, elle est un peu comme moi. Et je voudrais pas... Et c'est pour ça, Xavier, t'as vraiment raison de les soutenir et même de leur apporter les réflexions que t'as pu te faire pendant toute ta vie. Tu m'as dit, t'es pas un perdreau de l'année, hein, toi non plus, donc t'as dû en avoir des réflexions. Et c'est ça qui, je pense, le soutien de la part de gens qui ont déjà vécu les choses, c'est quand même super important. Et puis l'écoute aussi, l'écoute c'est pas mal. Et aujourd'hui, on a la chance, alors, ça peut être une malédiction, mais ça peut être une chance aussi. On a la chance d'avoir beaucoup de gens autour de nous qui connaissent pas mal de choses, des communautés qu'on peut rejoindre, qu'on peut joindre assez facilement. Ce que je dis à ma fille, des fois, quand elle est un peu au fond du trou, là, que ça va pas trop, bah, je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est pourquoi? Bah si, autorisé, voyons, qu'est-ce que c'est que ce bin, ça bah, je dis, écoute, c'est pas mon truc, mais viens, on va aller à Périgueux, à Bordeaux, où tu veux. Et on va aller dans un resto japonais tenu par des japonais, comme ça on pourra discuter un peu, on pourra faire des vieilles blagues japonaises qui font rire personne. On pourra, et si t'as besoin de parler à une serveuse ou n'importe, vas-y, lâche-toi, invite-la à boire un bubble tea à 15 € après, ou un truc comme ça. Et aujourd'hui on peut le faire, et ça c'est pas mal, parce que ça peut faire du bien aussi de trouver de l'écoute, de trouver... Et puis elle a de la chance aussi, c'est qu'elle a pu rencontrer, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, et ça aussi ça permet aussi les échanges, elle a pu rencontrer des filles à peu près de son âge, qui sont franco-japonaises aussi, sur les réseaux, sur Insta, sur une appli aussi, franco-japonaise, je sais pas quoi. Et donc d'échanger des impressions par rapport à tout ça. Bah, vous savez quoi, je vais vous avouer un truc, vous vous en doutez peut-être pas, mais c'est vachement plus facile à vivre quand on a du pognon. Ouais. Ah, ça vous épate, hein? Je sais que ça vous épate. Disez pas le contraire. Ça vous épate, parce que bah, toutes les copines franco-japonaises de ma fille qui vivent à Paris, qui ont des parents artistes, qui travaillent à la télé, au cinéma, à l'Opéra de Paris, elles vivent plutôt bien leur dualité. Par contre, les 3-4 copines qu'elle a, dont les parents sont artisans, galères, tout ça, c'est plus compliqué, bizarrement. Mais ouais, je jure. Bah, l'expatriation, c'est un peu pareil, si vous voulez. Pendant les 15 ans où j'ai été plus longtemps, mais les 15 années d'opulence quand j'étais directeur des droits, agent et éditeur, où je nageais dans les billets, j'ai jamais vraiment, j'habitais à Tokyo, j'ai jamais vraiment ressenti ces problèmes-là. Parce que vous pouvez tout vous acheter, puis vous vivez dans une tour là-haut. Les étrangers qui ont réussi, on les accepte beaucoup plus. Voilà. Et ça vaut pour toutes les nationalités et toutes les origines. Hein. En France, je pense que les Qataris et les Koweïtis ont beaucoup moins de problèmes d'intégration que les autres. Hein. Je parierais un petit billet là-dessus. Bah, c'est pareil pour tout, voilà. Mais croyez-moi, si vous partez vous expatrier avec 5-6 millions d'euros sur un compte, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Par contre, si vous partez à l'aventure, les mains dans les poches, avec votre baluchon, ça risque d'être plus compliqué. Bah, c'est pareil pour les doubles nationalités, les doubles origines ou doubles origines. Mais bon, je pense que c'est une richesse, cette double culture et nationalité. Mais ouais, je soulève un bon point. Je sais pas, mais oui, mais c'est toujours une richesse, bien sûr, mais ça dépend. Une richesse, c'est un peu comme un don, comme un talent.
si on le cultive pas, ça peut aussi devenir un handicap. Vous savez, il y a beaucoup de gens, moi je fais partie, je suis ce qu'on appelle hypermnésique, c'est-à-dire je me rappelle de tout. Je me rappelle de détails quand j'avais 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je me rappelle des conversations, au moindre à la ligne près, je me souviens de beaucoup de choses. Et ça, parce que je suis hypermnésique, c'est un truc, vous savez, j'ai un problème dans le cerveau, hein, une hypertrophie d'un petit coin de mon cerveau qui m'a valu de faire 2 AVC coup sur coup et qui peuvent me tuer du jour au lendemain, comme ça, c'est trop bien. Merci Orpheus pour l'abonnement à Xavier, merci du fond du cœur, c'est super gentil, merci. Et ce problème là-haut, là, ça me cause cette hypermnésie et d'autres trucs encore. Mais si ça peut être un terrible handicap, sauf si vous apprenez à l'apprivoiser et que sauf si vous pouvez en faire un avantage, le retourner à votre avantage. Alors moi, ça a été dans les études, j'ai adoré faire des études, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible. Si on avait pu faire autre chose après le doctorat, je l'aurais fait, mais bon, ça s'arrêtait là. Et puis ensuite, ça a été la lecture, l'étude, l'écriture, la passion pour tout ce que je connaissais pas, avec l'envie de connaître le plus de choses possible. C'est pareil, je pense, la double culture, c'est une super richesse si on peut la cultiver. Et il y en a qui ont un talent pour ça, il y en a qui ont un véritable talent pour cultiver cette double culture. Et ils s'en sortent très bien, j'en ai rencontré pas mal, vraiment. Dans l'import-export, dans le tourisme, dans l'édition, ça peut être un... Par contre, il faut vraiment pas se louper, parce que ça peut vite devenir un boulet, ça peut devenir un handicap de vie aussi, hein. Mais effectivement, oui, je suis d'accord, c'est une richesse à divers points de vue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à orienter mes enfants. Ma fille veut faire de l'international. Je lui dis, c'est hyper cliché, t'es sûr que c'est ce que tu veux faire? En rigolant. Mais elle veut travailler dans le tourisme, elle va faire l'école de l'air, elle veut d'abord passer son truc d'hôtesse de l'air, ensuite je sais pas comment on dit en français, de cabin attendant, et ensuite elle veut passer un truc de pilote, ensuite elle veut elle veut faire des trucs entre le Japon, la France et les États-Unis. Et vivre dans un pays anglophone parce que de ses 3 langues natales, c'est l'anglais qu'elle préfère. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Elle aime de moins en moins parler japonais, alors c'est peut-être un retour d'amertume par rapport à son dernier voyage au Japon où elle a été assez mal accueillie par ses cousins, par sa famille. Ça a été assez bizarre parce que c'est vrai qu'elle est... j'ai des photos, je vous les montrerai pas, hein, mais j'ai des photos de ma fille, oui, de ma fille. Merci pour elle. Oui, elle va réussir, je lui fais confiance. Elle a pas mes travers, elle. Et j'ai des photos de ma fille avec ses cousines et cousins, grand-père, oncle, tante et tout ça. Et ma fille, elle fait bientôt 1m80, elle est comme ça. Elle a des guiboles, elle est toute en guibole en fait, elle a les guiboles, les bras et la tête. Non, je rigole, mais pas loin. Et puis, ça c'est assez, je sais pas, elle a eu l'impression qu'on lui en voulait d'être grande, d'être un peu européenne, et elle a pas apprécié son dernier séjour, là, il est allé cet été pour voir ses grands-parents, avec sa maman, et... Je sais pas si c'est ça ou pas, en tout cas elle a cette espèce de réticence depuis quelque temps à parler japonais, elle veut plus. Elle parle anglais tout le temps avec ses copains, ses copines, elle est dans une classe internationale, vous savez, une section européenne. Quand elle me parle, quand je vais la chercher au lycée, elle me parle qu'anglais, avec ses copains, copines qui sont australiens, vénézuéliens, canadiens, on parle que anglais. Et elle veut travailler et vivre dans un pays anglophone, et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas choisir entre la France et le Japon. J'ai vraiment l'impression qu'elle veut pas choisir entre la France et le Japon. Vraiment. Qu'elle a une espèce de... C'est pas verbalisé, hein, mais... Elle a une espèce d'amertume envers son père et sa mère, je le pense, de l'avoir mise dans une situation pareille, et son avenir, elle le voit ailleurs. Elle le voit peut-être en Angleterre,
peut-être aux États-Unis, peut-être en Australie, elle sait pas. En tout cas, elle le voit dans un pays anglophone, voilà, anglo-saxon. Elle le voit absolument ni en France, ni au Japon. Mon fils, c'est très différent, il est très japonais. Il est très japonais parce qu'il a un caractère, déjà il a des traits physiques beaucoup plus japonais. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire qu'il est métis, il a très peu pris génétiquement de moi. Il a vécu un bien meilleur séjour, il a de meilleures relations avec ses cousins. Et il a cette espèce de... Alors je sais pas d'où ça vient pas de moi, ça j'en suis persuadé. Lui, il est vraiment japonais, il veut pas être français, il aime que les trucs japonais, il s'habille comme un gamin japonais, comme un ado japonais, avec ces espèces de... Enfin voilà, il veut absolument sa nationalité japonaise, mais c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Après, ils sont frères et sœurs, hein, c'est pas des clones. Et je pense que cette expatriation voulue par ma fille dans un pays qui ne soit ni son pays maternel ni son pays paternel, ça a peut-être quelque chose à voir avec ça. Je sais pas. Mais vous savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, le fait qu'aujourd'hui, je pense que la meilleure échappatoire à cette espèce de torture mentale qui est la mienne depuis plus d'1 an, c'est peut-être de partir dans un autre pays, ni la France ni le Japon, peut-être revenir aux États-Unis, peut-être rentrer à Davis, Californie, là où j'ai vécu 2 des plus belles années de ma vie. C'est pas vrai, c'est quand j'ai eu mes enfants, mais quand même c'était pas mal. Et ne plus avoir c'est pâtes ou riz, riz ou pâtes, je sais pas quoi manger ce soir, chérie, on fait du riz, on fait des pâtes, pizza, ouais. Du coup on pense plus à riz et à pâtes, vous voyez. C'est une super BD de Thirier, ça dans Fluide Glacial. Mon crâne uni, moi je suis devenu prof d'espagnol et j'ai toujours voulu vivre en Espagne. J'ai rencontré un espagnol à Paris et puis on s'est dit qu'on irait en Espagne et quand c'est devenu concret, j'ai paniqué. Ouais, je comprends. Je me suis rendu compte que je me sentais finalement davantage à ma place en France, mais c'était trop tard. Depuis 2 mois ici, je suis en suspens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais retourner vivre en France et je me demande comment je réagirai quand et ce sera le cas. Comme tu disais tout à l'heure, ça rend fou. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis vraiment désolé pour cette situation. Je l'ai bien ressenti, t'inquiète pas. C'est ultra compliqué. Et ça rend fou. Effectivement, ça rend fou. Je sais pas. Je vis pas dans le cerveau de ma femme. Et je préfère pas parce que ça a l'air d'être le bazar en ce moment. Et dans le mien, c'est le bazar aussi. C'est très difficile. C'est très 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 difficile. Je comprends ta situation. Et en plus, je parlais tout à l'heure des expatriations non souhaitées. Tu es dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose que tu voulais, auquel tu pensais, le jour où ça arrive, on se sent pas forcément prêt. Ma fille me le dit, hein, elle avait pas envie de revenir aussi vite en France, elle y pensait, mais c'était pas le bon timing. Je pense qu'il y a une part aussi d'amertume, de ressentiment par rapport à ça. Autant envers sa maman qu'envers moi, je le pense. Mais je te comprends, hein, je te comprends. Et le fait de vouloir retourner vivre en France, je comprends aussi, parce que c'est confortable aussi, intellectuellement, d'être conforté dans ses rêves en ne les vivant pas totalement. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je suis en France, alors je connais, hein, c'est mon pays natal, donc je suis à l'aise ici, je connais tout. La langue ne m'échappe pas, même si en Périgord des fois c'est compliqué. Hein. Mais effectivement, je me sens plus à l'aise pour être malheureux ici que je pourrais l'être dans un autre pays. D'où cette tierce, ce tiers pays qui pourrait arranger les choses. J'y pense. C'est très compliqué, je sais pas. Pour l'instant, moi je vois mon avenir ici pour quelque temps, parce que j'ai pas fait tout ce que j'ai fait, et j'ai pas investi tout ce que j'ai investi pour rien. Ça, je vous le garantis, je vais réussir. Et de cette réussite, je sais pas ce que je vais en faire encore. Déjà, je vais essayer de vivre un peu pour ma pomme, parce que je vous cache pas que l'expatriation en France, j'en ai pas tellement profité pour l'instant. J'ai eu quelques moments de grâce avec des amis,
Malheureusement, j'ai pas eu les moments de grâce en famille que j'espérais. Vous voyez, je vais vous dire une chose, on habite dans un des plus beaux endroits de France, hein. Le sud-ouest c'est magnifique, la Dordogne, il y a des châteaux partout, des grottes préhistoriques, des rivières, des canaux, des trucs, c'est vraiment, c'est le pays de l'homme, on appelle ça, Lascaux, tout ça. Vous êtes vraiment dans un endroit, c'est une espèce de bonbonnière de civilisation occidentale, on va dire. On n'a rien visité, rien du tout. Alors moi je m'en fiche, je connais, mais on n'a rien visité. On n'a rien visité parce qu'on n'a pas profité. Pour l'instant, on passe tellement de temps à se poser des questions certainement inutiles, hein. Je ne doute pas un instant que l'ouvrier l'ouvrier en sidérurgie ne passe pas son temps à penser à tout ça. Je le sais très bien que c'est un privilège que j'ai de pouvoir me passer mon temps à me casser le crâne là-dessus, et parce que ma femme n'est pas d'humeur, hein. Elle n'a pas accepté encore le fait de vivre ici. Alors n'acceptant déjà pas le fait de vivre avec moi dans une maison dans un pays étranger, se réjouir d'aller en visiter les beaux endroits n'est pas encore à l'ordre du jour. Et il y a masse de dolmens, j'en ai pas très loin, celui de Raël étant le plus beau, celui où les soucoupes violentes se posaient. C'est soucoupes violentes, il faudrait il y a très beau dolmen pas loin. Et des menhirs, surtout en montant, mais oui madame. Et il y en a aussi. Et alors, figurez-vous, attendez, parce que là, vous l'avez compris, je vais pas tarder à chialer, donc je vais quand même... Figurez-vous que pas plus tard qu'il y a pas longtemps, les journaux locaux titraient sur Camelot 2, le tournage est fermé. Oui, c'était un très bon groupe, ça. Très 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 beau. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle d'un ami qui est mort il y a quelques jours. Et oui, j'ai que des choses. Figurez-vous qu'il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a dans les journaux, et un copain à moi qui fait de la DRH, recrutement, casting et tout ça, il dit que le tournage du deuxième film de Camelot vient de se terminer, dans le plus grand des secrets. Et où est-ce qu'il s'est terminé? À 10 bornes de chez moi. À 10 bornes de chez moi, ici, là. Il y a eu des scènes de tournée, là. Sinon, on ne voit pas mon énervement. J'ai pas de jungle derrière. Voilà. Et personne n'a rien à fuiter. Rien n'a fuité. Je suis parfois en contact avec un des acteurs de cette série et de film qui ne m'en a rien dit, qui sait pourtant que je suis aujourd'hui résident ici, avec 2 acteurs même. Il ne m'en a rien dit. Ils ont fait mine de disparaître comme ça pendant des mois. Ils étaient en Périgord. Les cantines cinéma, tous ceux qui leur ont fait la voix, ils n'ont rien dit du tout. Et figurez-vous qu'il n'y a pas plus tard que ce matin, cette fois-ci, ce matin, je vais chercher des cabécous. Cabécous, c'est très bon, c'est un petit fromage de chèvre comme ça, du Périgord. À pas confondre avec le rocamadour, c'est plus... cabécous en face, chez la productrice japonaise qui refuse de parler du Japon parce qu'elle n'aime pas le Japon. Elle me dit « Ah, mais oui, j'ai fourni des fromages à une cantine qui tournait pour un film. » Je dis « Mais vous n'avez pas cherché à enquêter un petit peu, à savoir qui c'était qui tournait dans le coin, parce qu'ils ont tourné aussi The Last Duel dans le coin, et de Ridley. J'avais postulé pour le casting, mais à cause de mes tatouages sur les mains et sur le visage, j'ai pas pu être pris, c'est dommage. Et elle me dit « Oh bon non, j'ai pas trop cherché. » J'ai dit « Ok. » Et du coup, elle a fourni les cabécous à la cantine de cinéma qui servait pour le tournage des Camelot, volume 2, ici dans le coin. Voilà. Et Jean-Christophe et Jean-Robert m'ont rien dit du tout de ce qui se passait, alors que de temps en temps, je trouve ça révoltant. Voilà. Et ben voilà. Donc, il se passe des trucs en Périgord. Ah, avec un peu de chance, on verra en Saxon pour le volet 3. Ben pourquoi pas. J'aimerais bien, ce serait cool. J'aime bien les tournages les tournages, en plus c'est rigolo quand on est figurant. C'est assez rigolo. J'en ai fait un peu et je trouve toujours ça rigolo, l'ambiance qu'il y a.
Et ouais, il s'en est passé des choses à côté. Donc, quand le deuxième, c'est pas le second, je crois qu'il y a 3 films de prévu. Quand le deuxième film de Camelot va sortir, eh bien, vous verrez des beaux paysages du Périgord. Après, je comprends le choix de Astier, parce que c'est vrai que dans le coin, vous posez une caméra, vous faites un superbe film, quoi. En tout cas, un beau documentaire. C'est un très très beau pays. Le plus ancien des intervenants de ce clavardage, et je ne citerai personne, a eu le prix